Radio J. Le Forum Radio J, Frédéric Aziza. Radio J. Bonjour à tous et bienvenue au Forum Radio J dont vous êtes l'invité. François Hollande, bonjour. Bonjour. Alors dans 2 mois, le 20 janvier précisément, Donald Trump sera officiellement le 47e président des États-Unis. Alors avec quelles conséquences pour l'Europe, pour le monde et pour les conflits en cours en Ukraine et au Proche-Orient? Et puis y a-t-il un parallèle à faire entre la situation aux États-Unis et celle en France? Quid du débat politique au Parlement et à gauche? Quel avenir pour le Parti socialiste et la social-démocratie, soumis ou insoumis à LFI? Mais donc pour commencer, François Hollande, le choc de la victoire de Trump. Vous avez travaillé, si l'on peut dire, avec lui entre 2016 et 2017, quand vous étiez président de la République. Trump version 2024 est-il pire que la première version? Trump, un président démocrate ou un président autocrate? Et que faut-il attendre et redouter de lui? Vous avez rappelé, à juste raison, que j'ai eu à travailler, le mot était sans doute inapproprié, j'ai eu à voir... À vous bagarrer? Non, même pas, avoir une relation. Il arrivait à la Maison-Blanche, j'allais quitter l'Élysée quelques mois plus tard, et donc je sais quelle est sa méthode et ce que ses paroles de campagne peuvent avoir comme effet une fois élu. C'est-à-dire que ce qu'il dit, même avec outrance, il réalise avec excès. C'est-à-dire que lors des entretiens que j'avais eus avec lui, il m'avait déclaré qu'il allait annuler l'accord avec l'Iran, considérant que c'était un accord qui avait été négocié par son prédécesseur et que l'Iran était dans une posture offensive au Moyen-Orient. Il y avait des arguments. Mais d'avoir écarté cet accord a eu des conséquences, y compris ces dernières années. Et puis, la seconde annonce qu'il m'avait faite était qu'il allait annuler, ou en tout cas retirer la signature des États-Unis de l'accord sur le climat. Et il l'a fait, et toutes les pressions qui ont pu être exercées sur lui, ou les tentatives de séduction qui ont pu opérer sur lui, n'ont eu aucun effet. Tout ce qu'il a dit pendant sa campagne, donc, qu'est-ce qu'il a dit? Va le faire. Il a dit qu'il allait arrêter la guerre en Ukraine. En 24 heures. Alors peut-être mettra-t-il un peu plus de 24 heures, mais il va sans doute le faire dans un délai court. Et il a commencé de le faire sans avoir eu besoin de rencontrer Vladimir Poutine. J'ai cru comprendre qu'il avait déjà eu des conversations qui n'étaient d'ailleurs pas forcément autorisées avec le président russe, et qu'il a eu aussi des discussions avec Zelensky dans la période où il était candidat. Il ne peut plus le faire aujourd'hui directement. Et en réalité, ce qu'il va faire, c'est qu'il va cesser d'aider l'Ukraine, ce qui va poser un problème de déséquilibre de force. Notamment par rapport à l'Europe, qui devra éventuellement remplacer l'Europe les États-Unis. sera mise à ce moment-là devant sa responsabilité, mais surtout, il va demander qu'une conférence sur la paix puisse se tenir, et il va demander à des partenaires, la Chine, la Turquie, peut-être même l'Union européenne, de figurer dans cette conférence de la paix. Elle sera très facile pour lui, en tout cas, à conclure, c'est-à-dire il donnera à Vladimir Poutine tout le terrain qu'il a acquis depuis l'offensive 2014. qu'il a lancée, depuis 2014 et surtout depuis 2022. Et puis, il dira aux Européens, pour le reste, c'est à vous de garantir la sécurité de l'Ukraine si vous le pensez nécessaire, et c'est à vous d'aider l'Ukraine pour sa reconstruction. Et c'est ainsi que l'on peut expliquer ce qui se produit en ce moment même. Alors, on va parler de ce qui se passe en ce moment même, mais quand je vous entends, vous dites conférence de la paix, est-ce que c'est pas plutôt la conférence de la capitulation de l'Ukraine? Oui. Ce sera ainsi qu'il faudra... Ainsi, comment vous... Je dirais, ce n'est pas la paix qu'il prépare, c'est la capitulation de l'Ukraine. La capitulation de l'Ukraine, et c'est acceptable par l'Europe et par la France? Ce n'est ni acceptable pour les Ukrainiens qui ont eu des dizaines de milliers de morts et des centaines de milliers de blessés et de déplacés, qui ont sacrifié donc une partie de leur territoire et de leur intégrité territoriale, alors même que les Européens les ont soutenus. Donc laisser à Vladimir Poutine le bénéfice de la force contre le droit international, ce serait grave et même insupportable pour les Ukrainiens, mais ce serait surtout une humiliation pour nous
capitulation du côté de l'Ukraine, humiliation du côté des Européens et aussi crainte qu'il y ait d'autres offensives menées par la Russie dans les années qui viennent. Alors justement, offensive menée par la Russie cette nuit, dans la nuit de samedi à dimanche. Une attaque massive russe sur les installations électriques ukrainiennes, du jamais vu. Il y a eu cette nuit une attaque qui ne s'était jamais mise à ce niveau d'intensité depuis 2022, avec des missiles de croisière, avec des tirs d'artillerie, avec des drones sur les installations électriques ukrainiennes. Comment comprendre cette action qui a atteint ce niveau de violence et d'intensité? C'est pour épuiser les Ukrainiens, c'est pour les impressionner, c'est pour préparer précisément cette fameuse négociation qui pourrait se faire au lendemain de l'entrée à la présidence de Trump, c'est-à-dire faire en sorte que les Ukrainiens acceptent finalement de céder. C'est donc une opération qui à la fois est très coûteuse pour les Ukrainiens, qui va les priver d'électricité pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, qui va empêcher que les Ukrainiens puissent résister à l'offensive russe en ce moment à l'est de l'Ukraine. C'est donc pour décourager les Ukrainiens dans la perspective de cette négociation, capitulation qui pourrait avoir lieu dès l'entrée en fonction de Trump. Est-ce que vous diriez que c'est grâce à Trump que Poutine agit Oui. C'est l'autorisation donnée par Trump? Non, je ne pense pas que ce soit Trump Non, qui mais donne est-ce que c'est une conséquence des déclarations de Trump? C'est ça que je veux dire. Vladimir Poutine sait que jusque fin janvier, il n'y aura rien. Mais il prépare précisément l'arrivée de Trump. Trump fait connaître qu'il peut régler la question ukrainienne en quelques jours. Donc, il va mobiliser toutes ses forces, Vladimir Poutine, pour obtenir le maximum de gains territoriaux qui anticiperaient des absorptions de l'Ukraine et pour décourager les Ukrainiens, pour les mettre en position de faiblesse avant la discussion. Alors, dans ce contexte, François Hollande, ce coup de fil du chancelier Scholz, du chancelier allemand Scholz, à Poutine, c'est quoi? C'est un bon ou un mauvais signal de l'Allemagne vis-à-vis de l'Ukraine et de l'Europe? C'est un mauvais signal parce que Olaf Scholz a discuté pour la première fois avec Vladimir Poutine depuis l'entrée en guerre de la Russie contre l'Ukraine. Et il le fait aussi pour des raisons de politique intérieure. Parce qu'il y a une crise, de nouvelles élections dans quelques mois, et a priori, c'est ces derniers mois à la tête du gouvernement allemand. Oui, en tout cas, il peut espérer, par ce coup de fil, satisfaire une partie de l'opinion publique allemande, disons la vérité. C'est un coup de politique intérieure. Il y a les deux. Je crois qu'il y a cette tradition qu'a la social-démocratie allemande depuis des années, qui est d'être plutôt pour la paix. Nous sommes tous pour la paix, mais pas n'importe quelles conditions. Et vous pensez peut-être à ce qu'a fait Gerhard Schröder? Oui, c'est d'autres liens, mais ouais. Il y a toujours eu l'idée qu'il y avait une relation particulière entre l'Allemagne et la Russie. Donc ça, c'est la première explication. La deuxième explication, c'est qu'une partie de l'opinion publique allemande est plutôt pacifiste et plutôt soucieuse d'arrêter ce conflit qui lui coûte aussi très cher. Rappelons-nous quand même quelle était la relation entre l'Allemagne et la Russie avant l'action de 2022. C'était d'avoir du gaz, c'est d'avoir des gazoducs qui faisaient que l'économie allemande fonctionnait avec du gaz russe bon marché. Donc voilà pourquoi Olaf Scholz fait cet appel. Il le fait prétendument, je crois qu'il peut avoir sa bonne foi, pour favoriser la négociation. Et il ne voit pas qu'il rentre dans le processus qui est ouvert par l'élection de Trump. Deux questions. Est-ce que l'Allemagne est désormais le cheval de Troie des États-Unis en Europe? Et puis, est-ce que la France, après ce coup de fil, va devoir renouer aussi avec la Russie? Premièrement, les élections allemandes vont avoir lieu sans doute en février, donc à peu près au même moment que ce temps de négociation possible que Trump veut ouvrir. Le cheval de Troie ou pas des États-Unis? Et donc je pense que ça dépendra beaucoup des élections allemandes. Est-ce que la France va Le président de la CDU, qui est regardé comme un possible chancelier, se prétend plus ferme, nous verrons bien, mais la France ne doit pas laisser l'Allemagne d'une certaine façon, aller dans cette direction. Et moi, ce que je regrette depuis déjà plusieurs mois, pour ne pas dire plusieurs années, c'est le relâchement de l'amitié franco-allemande. C'est-à-dire que lorsque la France et l'Allemagne, la faute sans doute à des situations différentes en France et Allemagne, et aussi à l'incompréhension
que les deux dirigeants ont justement de leur relation. Mais en tout cas, le fait que la France et l'Allemagne ne soient pas ensemble sur une histoire aussi importante que celle de l'Ukraine, mais c'est vrai aussi dans la relation avec les États-Unis, met l'Europe en situation d'arrêt. Je ne dis pas de faiblesse, mais d'arrêt. Pour que l'Europe avance, il faut que l'amitié franco-allemande, le moteur franco-allemand, soit Et c'est plus possible ? Soit alimenté. Et c'est bien sûr que c'est encore possible. Ouais. Et donc, ce qui va se produire là au mois de février, on va voir avec quel gouvernement en Allemagne, mais aussi avec quel gouvernement en France. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où Donald Trump entre au pouvoir à la Maison-Blanche, donc en février, et Vladimir Poutine fait son offensive, et où il faudrait que l'Europe puisse réagir. Et il y a un gouvernement en Allemagne qui va tomber au mois de février, et un gouvernement français dont on ne sait pas quelle est sa durée de vie. C'est-à-dire que vous misez sur le départ, on parlera de politique après, sur le départ de Michel Barnier ? Non, je ne mise pas, mais je dis que dans les deux pays, il y a une situation de faiblesse. Et donc, malgré la situation de faiblesse, il faut que le président de la République, c'est son domaine, puisse prendre une initiative forte avec le nouveau gouvernement allemand, quel qu'il soit, au mois de février. Qui serait de dire, nous devons rester ensemble, nous devons soutenir l'Ukraine, nous devons faire front face à Donald Trump, et nous ne devons rien céder à la Russie. Alors, on a parlé de l'Ukraine, on va parler du Proche-Orient, guerre à Gaza, au Liban et menace iranienne. Qu'est-ce que peut changer, qu'est-ce que va changer l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche ? La doctrine de Trump, parce qu'au-delà de ses excès, de ses outrances, de sa vulgarité, il y a néanmoins une ligne de compréhension de ce qu'il peut faire ou de ce qu'il veut faire. Sa doctrine, c'est de dire il n'y a pas besoin d'utiliser la force, il convient de la montrer. Et donc, il ne veut pas faire d'intervention militaire, il n'en fera pas en Ukraine, pas davantage au Moyen-Orient. Il faut d'ailleurs... Parce que certains disent, peut-être que pas très longtemps après son arrivée, il pourra s'attaquer à l'Iran. Non. Mener une intervention contre les ça c'est installations faire nucléaires iraniennes. Une mauvaise analyse de ce qu'est la position de Donald Trump. Il ne veut pas la guerre, il prétend par la force terminer des conflits. Donc, s'il devait y avoir une exacerbation de la tension entre Israël et l'Iran, les pays arabes seraient les premiers à faire une demande à Donald Trump, précisément de ne pas intervenir. C'est la raison pour laquelle je pense que Joe Biden a encore une responsabilité pour essayer d'arrêter le conflit israélo-palestinien qui est en cours, et maintenant avec sa version aussi libanaise. Donc il reste 2 mois. Il lui reste 2 mois pour faire comprendre qu'un cessez-le-feu est indispensable, que la libération des otages est le préalable, qu'il doit y avoir la fin de l'opération au Liban, même si les buts de guerre qu'avait Netanyahou n'ont pas été tous atteints, le Hezbollah n'est pas détruit, il continue de faire des opérations, mais le cessez-le-feu général est possible dans le délai de 2 mois. Et donc là, vous comptez sur Biden, hein ? Je pense que c'est le rôle. Qu'est-ce qui reste à Biden ? Il lui reste quelques jours pour laisser une trace dans l'histoire. Je pense que ça a été un bon président des États-Unis. C'est important pour un président de laisser une trace dans l'histoire. Oui, c'est important. Hein ? Je le sais. Vous le savez. Et on s'en souvient, peut-être quelques années après qu'il ait quitté. Quelle trace vous avez laissée ? Alors, je pense que sur l'Ukraine, de ne pas avoir livré les Mistral, les frégates. En Syrie, d'avoir été très ferme à l'égard de Bachar el-Assad. Et d'ailleurs, très ferme à l'égard de Bachar el-Assad, vous vouliez bombarder la Syrie, dans les installations militaires syriennes, après l'utilisation de gaz par les forces de Assad. Et c'est Obama en 2013, qui s'y opposait. Donc, quelque part, Obama, il a été pire. Il a été le pire président américain vis-à-vis de la France. Non, Obama ne voulait pas être un président qui engageait des forces américaines à l'extérieur. C'était ainsi qu'il avait été élu. Et il n'a pas vu qu'en ne faisant pas utiliser la force face à une ligne rouge qui avait été franchie en Syrie avec l'utilisation des armes chimiques, il a autorisé la Russie à venir en Syrie, ce qui s'est fait, le Hezbollah à venir en Syrie, ce qui s'est produit, l'Iran de venir encore plus fortement en Syrie, et aussi Poutine d'attaquer l'Ukraine. Donc il a une trace
Il a eu Alors, il a des une traces qui terrible dans peuvent l'histoire. être tout à fait à son honneur dans la politique intérieure et la politique sociale. C'est grâce à lui qu'il y a eu une amélioration de la couverture maladie des Américains. Mais Il a niveau été très international, courageux sur un certain nombre de positions contre le racisme et contre l'antisémitisme. Il n'a pas cédé. Mais C'est vous quand même dites- lui qui a permis d'éliminer Ben Laden. Il y a quand même... Mais vous nous dites aujourd'hui, on paye. je pense qu'il a on paye. On paye toujours ou un recours excessif à la force. Ça, c'est la politique Bush Ouais. pour la deuxième guerre d'Irak. Et Jacques Chirac, président de la République, avait eu raison de ne pas s'y associer. Ou on paye l'inaction face à un danger. Donc ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, c'est à cause d'Obama, quelque part. Je pense que il n'est pas le seul responsable. Mais- Il y a eu aussi de la part des Européens l'idée qu'il était possible par la discussion, par l'économie, par le commerce, de convaincre Vladimir Poutine. Eh bien, lorsque Vladimir Poutine a pu voir qu'il y avait une opportunité, il l'a saisie. Alors, l'Iran. Est-ce qu'on peut laisser l'Iran pouvoir disposer d'une arme nucléaire, Non. de la bombe atomique? Non, c'était la raison pour laquelle nous avions mené des négociations. C'était Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, avec mon soutien, qui avait pu conclure avec les États-Unis, avec la Russie, avec l'Allemagne. Mais là, il s'est passé 8 ans. Hein. Eh bien, donc pendant ce temps-là, comme Alors, Trump... est-ce que la seule solution aujourd'hui, c'est pas une réponse militaire? Non. La solution, c'est de revenir à ce qu'était cet accord-là, c'est-à-dire avec une vérification de la IEA, avec la garantie que l'Iran n'accéderait jamais à l'arme nucléaire, mais de ne pas se lancer dans un conflit. C'est précisément parce que nous voulions éviter la guerre entre Israël et l'Iran que nous avions, nous, Européens et nous, Français, avec les États-Unis, fait cet accord avec l'Iran. Et s'il avait été respecté, je ne suis pas sûr que nous aurions la situation que nous connaissons aujourd'hui au Moyen-Orient. Toujours au Proche-Orient. Depuis un an, Israël est mis en accusation pour sa guerre à Gaza. Emmanuel Macron a parlé de barbarie, et pourtant la France a déjà été confrontée à ce type de guerre quand vous étiez président, François Hollande. Manuel Valls a rappelé ici même il y a quelques semaines que la coalition internationale qui a conduit l'offensive contre Daesh à Mossoul, et à laquelle donc participait la France, et les avions français, a tué des centaines, voire des milliers de civils utilisés notamment comme bouclier humain par Daesh. Ce qui conduit Manuel Valls, qui était donc votre Premier ministre à l'époque, à faire un parallèle entre Mossoul et Gaza, et affirmer que l'armée française donc a tué des civils irakiens. Qu'est-ce que ça vous inspire? Et qu'est-ce que vous répondez à ça? À cette accusation, quelque part? Non, ce parallèle ne tient pas. C'est vrai qu'il y a toujours, dans des guerres, des victimes collatérales civiles. Et donc vous l'assumez? Puisque c'est vous qui avez pris la décision de bombarder. Ce qui s'est produit, nous étions dans la coalition, il y avait des canons César qui étaient utilisés, et que nous avions l'objectif, après des précisions qui devaient nous être apportées sur le terrain, de ne pas toucher ou de toucher le moins possible les civils. Mais est-ce que vous confirmez que les civils ont été touchés? Comme le dit Manuel Valls, ma position a toujours été la suivante, et ça a été vrai en Irak, et ça a été vrai en Syrie. Il ne peut pas y avoir d'action militaire de la part de la France lorsque des civils peuvent être des victimes collatérales. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a jamais eu, mais la position qui était la mienne et la position qu'avait la France, c'était que nous devions être chirurgicaux dans les frappes que nous menions. Mais il peut y en avoir eu. C'était extrêmement difficile dans une action avec la coalition. Mais ça ne peut pas servir de prétexte pour avoir des actions qui peuvent être regardées comme touchant les populations civiles. Ça, c'est un grand principe. Et nous avions, parce que vous pouviez citer aussi la Seconde Guerre mondiale, mais nous avions et même le Japon. Hein. Nous avions un grand principe qui, pour nous, parce que nous sommes dans une situation qui doit être la plus protectrice, la plus attentive à la situation des civils, ne serait-ce que pour ne pas solidariser les civils par rapport à ces actions terroristes qui étaient menées par Daesh notamment. L'Europe, on en vient à l'Europe. Est-ce qu'elle est prête à une guerre commerciale avec Trump? Elle aura la guerre que Trump lui promet. Si elle ne veut pas mener la bataille, elle aura la guerre. Elle aura la guerre. Parce que Donald Trump, là aussi, ça fait partie de ses promesses. J'ai parfaitement compris de son attitude. C'est pas une promesse. Qu'est-ce que ça veut dire, elle aura la guerre? Il y aura la guerre commerciale. Ouais.
prenons finalement là aussi l'analyse de ce qu'il a dit. Il a dit, je vais augmenter tous les droits de douane entre les États-Unis et le reste du monde. Ça sera plus élevé pour les Chinois, 60%, moins élevé pour les Européens, 20%. À partir de là, que vont faire les Européens? Soit courber la tête, soit eux-mêmes relever les droits de douane. Que vont faire les Chinois? Empêcher qu'un certain nombre de leurs produits puisqu'ils sont eux-mêmes freinés, bien avoir aussi la même attitude, c'est-à-dire faire que les produits américains ne puissent pas accéder au marché chinois et même les investissements américains. Donc nous allons avoir, pendant plusieurs mois, parce que ça pourra s'arrêter, une guerre commerciale avec des réciprocités. Et bon, avec quelles conséquences? Avec la conséquence, c'est premièrement, aux États-Unis, un renchérissement des prix, c'est-à-dire un retour de l'inflation, puisqu'il y a des droits de douane qui sont sur des produits... Aux États-Unis ou en Europe? Je parle des États-Unis, D'accord. qui sont consommés par les Américains. Si vous les renchérissez, il y a une inflation qui va être créée. Deuxièmement, pour l'Europe, une moindre croissance, puisqu'il ne pourra plus y avoir autant d'exportations. Il y aura donc une balance commerciale qui sera dégradée et une activité économique qui sera plus importante dans les pays qui exportent plus vers les États-Unis. Qui sera déprimée. J'ajoute que ce que va dire Trump aux entreprises... Donc un peu moins de croissance, ça veut dire du chômage. Ça veut dire plus de chômage. Aux entreprises, et je vais vous donner un autre exemple, va dire aux entreprises européennes, puisque vous vous plaignez des droits de douane, venez investir aux États-Unis. Fermez vos usines en Europe. Et si vous voulez vendre des voitures pour les Allemands ou vous voulez vendre du cosmétique pour les Français, le cognac, le cognac c'est plus compliqué. Ça va être compliqué. Vous venez donc sur le marché américain. Donc ça veut dire plus d'inflation, moins de croissance et davantage de chômage. Ça veut dire que vous nous annoncez une crise économique, financière et sociale. Alors, ce n'est pas nécessairement sous une forme de crise, c'est une forme finalement d'inflation rampante, de déficit public sans doute encore plus élevé aux États-Unis, et donc une épargne qui va être absorbée par les États-Unis, et possiblement, et là vous avez raison, une crise financière. Crise financière, sociale en France. Il y a une alerte générale sur l'emploi avec une flambée de plans sociaux et de licenciements. Comment enrayer cette spirale infernale? Et puis, social toujours, le gouvernement souhaite imposer 3 jours de carence aux fonctionnaires. Est-ce vraiment un non-sens que la fonction publique s'aligne sur le privé? Est-ce que cette décision peut mettre le feu aux poudres? Et on parlera aussi de la SNCF. Il y a une situation budgétaire qui est extrêmement grave en France et qui est donc héritée des gouvernements d'Emmanuel Macron depuis 2017. Et certains disent des gouvernements de François Hollande. Ah, mais c'est ce qui se dit. Vous savez très bien, on dit Macron, c'est aussi Hollande, puisqu'il a été ministre de Hollande, secrétaire général adjoint de l'Élysée. Donc, c'est aussi l'héritage Hollande. Non, moi, je vais peut-être donner quelques chiffres. J'ai trouvé un déficit public de 5,2% en Sarkozy. 2012. Ouais. C'était Nicolas Sarkozy. Il avait affronté aussi une crise financière. Ouais. Et j'ai remis le pays avec un déficit public de 3% et une dette publique qui avait été maîtrisée. Mais vous n'êtes pas revenu au chômage à 7%. Non, mais on a commencé à inverser cette fameuse courbe du chômage. Et les résultats qui ont été obtenus ensuite étaient dus, pour une grande part, à ce que nous avions décidé. Mais c'est finalement rétrospectif. Ce que je veux dire par là, c'est que Michel Barnier et son gouvernement sont les héritiers de cette politique qui a été menée depuis plusieurs années. Et donc, ils ne peuvent pas s'en dissocier. La moitié du gouvernement de Michel Barnier, ce sont des amis de la majorité d'Emmanuel Macron. Mais donc, le pays, en tout cas, au-delà de ses péripéties politiques, vit une situation budgétaire très difficile. Pour la régler, il y a plusieurs méthodes. Et la méthode qui a été choisie par le gouvernement, c'est celle du saupoudrage. C'est-à-dire, on veut prendre un peu à chacun pour ne pas faire de mal, paraît-il, à tout le monde. Ça veut dire que le budget voté et qui était celui du NFP était le bon? Avec 60 milliards d'impôts complémentaires? Je vais continuer mon raisonnement. Ouais. À partir de là, en ouvrant autant de fronts, les fonctionnaires d'un côté,
les agents de la SNCF de l'autre, avoir aussi des entreprises qui sont menacées par des hausses d'impôts, le patronat s'en plaint, d'avoir des taxes qui touchent tous les produits, ou presque, taxes sur les billets d'avion, taxes sur l'électricité, taxes sur les gaz. Il y a des mouvements de colère qui vont Et s'exprimer. vous les comprenez, vous êtes solidaire de ces mouvements de colère, notamment à la SNCF. SNCF, préavis de grève reconductible à la SNCF à partir du 11 décembre. Est-ce que, comme le président de la SNCF, Ferrandou, vous appelez, et qui s'exprime ce matin, vous appelez à la responsabilité des cheminots? Est-ce que une absence de train en fin d'année, c'est concevable? Le président de la SNCF a raison d'appeler chacun à la responsabilité. Il ne le fait pas simplement auprès des cheminots. C'est-à-dire le gouvernement, le ministère des Transports et les personnels de la SNCF, pour que les Français puissent partir en voyage en France. Ça veut dire que vous appelez le gouvernement à revenir sur les décisions qui ont été prises, notamment sur le fret ferroviaire? Je pense que le gouvernement doit faire attention. Ouais. Parce que le fret, ce n'est pas une situation nouvelle. Mais c'est un accord européen, quand même. À vouloir brusquer les choses, il risque de mettre effectivement la SNCF en arrêt. Mais est-ce que vous appelez, vous aussi, les cheminots à la responsabilité? Je pense que les syndicats de cheminots savent bien que les Français vivent une situation douloureuse, difficile, pénible, qu'ils ont envie de partir en vacances. Donc je veux croire qu'ils auront la bonne attitude, c'est-à-dire porter leurs revendications, ça c'est bien légitime, mais savoir qu'il y a des moments où la grève n'est pas forcément souhaitable. Je m'aperçois que j'ai oublié de vous poser une question sur le Mercosur, puisque c'est au centre, ça va être abordé dans le cadre du sommet du G20 qui a lieu à partir de demain au Brésil. Donc l'accord du Mercosur, l'accord de libre-échange entre l'Europe et les pays d'Amérique du Sud. Est-ce que la France ne veut pas de cet accord, mais a-t-elle les moyens de s'y opposer au niveau notamment européen? Oui, c'est sans doute difficile et c'est sans doute tard. Je n'ai pas dit trop tard, mais tard. Pourquoi ? Parce que cette négociation du Mercosur, elle dure depuis des années. Elle a pris un tour nouveau en 2019. La date clé, c'est 2019, quand il y a eu l'acceptation de ce que prévoyait l'accord, notamment en matière agricole. C'est en 2019 que la France aurait dû dire « nous ne nous mettons pas dans ce processus, nous demandons qu'il puisse être arrêté ». Et donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut essayer de bloquer la partie commerciale de l'accord. Pour ça, il faut avoir 4 pays qui puissent s'y opposer, représentant 35% de la population. Et donc, sur quel pays la France peut compter ? Alors la France peut compter sur la Pologne, la France peut compter sur l'Irlande, la France peut compter sur les Pays-Bas. Eh bien, il faut en ajouter d'autres. Donc il y a toute une action diplomatique qui doit être menée dans les jours qui viennent pour bloquer l'accord. Si nous n'y parvenions pas, si nous n'arrivions pas à convaincre que cet accord peut avoir des conséquences, pas simplement sur la question agricole, même si c'est ce qui motive la mobilisation, mais sur la question écologique, puisque au moment même où il y a une COP qui se réunit en Azerbaïdjan, ce qui n'est pas forcément le meilleur lieu, j'aurais préféré qu'elle se soit réunisse ailleurs, mais au moment où il faut mettre en œuvre ce que j'avais moi-même acté au moment de l'accord de Paris, eh bien, l'accord Mercosur, lui, s'exonère d'un certain nombre d'engagements de l'accord de Paris. Il faut aller vite. Est-ce que vous comprenez la grogne des agriculteurs ? Est-ce que vous êtes derrière eux ? Je comprends que les agriculteurs soient aujourd'hui dans des mouvements parce qu'on leur a fait des promesses qui ne sont pas toutes honorées. Deuxièmement, les agriculteurs affrontent plusieurs difficultés. La première, ce sont les conséquences de fièvre qui ont affaibli leur trésorerie parce qu'il faut payer les vaccins, parce que les vaccins n'ont pas été mis tout de suite en circulation. Deuxièmement, des prix qui ne sont toujours pas rémunérateurs, alors que là aussi, des garanties leur avaient été faites du côté de la grande distribution. Et enfin, il y a l'affaire du Mercosur. Si je puis dire, le Mercosur, c'est devenu maintenant un symbole de toutes les difficultés de l'agriculture. Tout enflammer ? Oui. Oui. Très rapidement ? Oui, je crois que c'est tout. Autour du Mercosur, je ne dis pas que l'arrêt de la négociation et donc la non-signature aurait immédiatement des vertus pour calmer les revendications agricoles, mais aujourd'hui, c'est devenu le marqueur. Le député François Hollande, est-ce qu'il va voter la motion de censure avec LFI, éventuellement le Rassemblement national, sur le budget 2025, après donc
son retour au Parlement, à l'Assemblée, pardon, à la mi-décembre. Les socialistes, et je suis dans le groupe socialiste, et c'est aussi ma position, se déterminent librement. Si le budget, celui qui a été présenté par le gouvernement, et donc qui le sera budget initial qui va sera, être a priori voté par le et qui Sénat. sera corrigé à peine par le Sénat, si c'est ce budget-là qui est présenté, une motion de censure sera déposée après le recours au 49.3. Et vous la voterez. Et je la voterai. Avec LFI. Car je la voterai avec qui voudra la y voter. compris l'Assemblée nationale. Je voterai une motion de censure dès lors que le gouvernement engage le 49.3 sur un budget qui me paraît mauvais sur le plan économique et inacceptable sur le plan de l'équité sociale. Vous souhaitez qu'une telle motion de censure puisse faire tomber, puisque vous en parlez tout à l'heure, le gouvernement Barnier ou pas? Je pense que si ce budget est mauvais, il ne peut pas être adopté, quelle qu'en soit la forme, par un vote ou par le 49.3. Rassemblement national, on vient... Alors, non, je vais ajouter un mot. Ouais. En réalité, c'est le Rassemblement national qui va décider du sort de Michel Barnier. Lorsque Michel Barnier, pour lequel j'ai de l'estime, lorsque Michel Barnier s'est présenté devant l'Assemblée nationale, nommé par Emmanuel Macron, le Rassemblement national, Madame Le Pen, a bien pris soin de ne pas s'associer précisément à une motion de censure. Et c'était, semble-t-il, je n'ai pas toutes les informations, la garantie qu'elle avait donnée au président de la République au moment où il s'interrogeait sur le choix du Premier ministre, et qu'il est venu avec le nom de Michel Barnier. Donc maintenant, c'est le Rassemblement national qui est devant cette situation. Et pour moi, je pense que si le Rassemblement national ne vote pas la motion de censure, c'est que le Rassemblement national est indirectement dans la majorité. Donc vous souhaitez qu'il vote? Je n'ai rien à dire. C'est le Rassemblement national se déterminera de savoir s'il est associé à la majorité ou s'il a une autre position. Rassemblement national, toujours. Et puis on ne sait pas d'ailleurs s'il y a des liens entre la motion de censure dont vous parlez, le vote ou pas du Rassemblement national et cette activité judiciaire. Donc réquisition du parquet contre Marine Le Pen dans le cadre du procès des assistants parlementaires du FN au Parlement européen. 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire, donc demandée par le parquet. L'ex-candidate et future candidate à la présidentielle considère qu'il s'agit d'une peine de mort politique. Est-ce qu'elle n'a pas raison? Non. D'abord, elle n'a pas raison pour plusieurs raisons, si je puis dire. La première, elle n'a pas raison parce que, d'abord, ce sont des réquisitions du parquet. Ce n'est pas la décision du tribunal. Ce sont donc des magistrats... C'est pas un complot. Ce sont des magistrats qui, en toute indépendance, requièrent et demandent l'application de la loi. Dans quelques semaines, je dis bien dans quelques semaines, sans doute au mois de février ou mars de l'année 2025, le tribunal rendra sa décision. Donc, ce qui se fait en ce moment, ça s'appelle une pression pour que des magistrats... Une pression inadmissible de la part du RN et de Marine Le Pen? De pression que peut comprendre du côté de Marine Le Pen parce que dans cette affaire, elle pourrait être effectivement inéligible immédiatement. Mais ça veut dire qu'on mais ne peut une pas pression comprendre. aussi. Je vois de personnalités politiques qui n'ont pas à s'exprimer. Gérald Darmanin, il a eu tort. Oui, et il n'avait pas à s'exprimer en ce moment, puisque nous n'avons pas encore la décision du tribunal. Je vais arriver... Attendez, exécution provisoire, est-ce que c'est pas aller contre la présomption d'innocence? La loi, donc... La loi, c'est votre loi, on précise des choses. La loi Sapin 2, c'est sous votre présidence en 2017, c'est ça? Oui, c'est la loi donc, du Parlement. C'est oui, le Parlement qui vote la loi. Vous assumez ou vous regrettez? Non, mais je l'assume pleinement. Ouais. La loi donc dite Sapin 2, puisque c'est la deuxième loi Sapin sur la lutte contre la corruption, a été votée à une quasi-unanimité à l'Assemblée nationale. Donc, qu'est-ce qu'elle dit, cette loi? Elle dit que lorsqu'il y a un détournement de fonds publics commis par un élu, il y a la possibilité d'une sanction automatique même, qui peut être prononcée, c'est ce qu'on appelle donc l'inéligibilité provisoire, qui peut être prononcée. Mais cette loi ajoute, parce qu'il y a toujours des circonstances qui peuvent venir, il y a une personnalisation de l'action de la justice, que si la personne précisément ou les circonstances justifient qu'il n'y ait pas la peine d'inéligibilité immédiatement exécutoire,
il est possible de le faire pour le tribunal Est-ce que par vous une le décision motivée. Mais je n'ai Est-ce que rien, vous le souhaitez je pour Marine Le n'ai, Pen mais je n'ai rien à souhaiter. Ouais. C'est au tribunal. Ça s'appelle l'indépendance de la justice. Si maintenant les responsables politiques, et vous imaginez un ancien président de la République qui dirait, bah, écoutez, le tribunal n'a qu'à faire cette décision. En tant que citoyen, si vous Mais pouvez non, avoir je une- n'ai rien idée. à exprimer en tant que citoyen. C'est la justice. Qu'est-ce qu'elle a déjà Ouais. démontré au cours du procès? Et ça, c'est le rôle qui est celui de l'accusation. C'est qu'il y avait eu un détournement de fonds Et alors, publics. est-ce que son inéligibilité, donc ce qui la conduirait à ne pas pouvoir être candidate à la présidentielle, ne créerait pas un séisme politique dans la démocratie, aurait du mal à se remettre? Mais c'était pas, ou ça ne serait pas, puisque cette décision n'est pas, pour l'instant, connue et ne le sera que dans plusieurs mois. Ça ne serait pas la première fois qu'une personnalité politique a été frappée d'inéligibilité. Mais pas provisoire, pas avec Non, exécution Mais provisoire. comme je vous l'ai dit, Ouais. pour le mécanisme Enfin, Hubert Falco provisoire, a été condamné. quand le mécanisme de cette provisoire est mis en place, il peut être aussi, ce mécanisme provisoire, disons, suspendu s'il y a des circonstances et s'il y a une personnalité qui peut avoir... Vous le souhaitez ou pas? Vous n'avez rien- vous avez je peux Alors, poser la on question. avance. Puisque vous êtes député, monsieur l'ancien président de la République, monsieur le président de la République, considérez-vous que le député LFI Andy Carbra, qui est votre collègue, qui a financé l'achat de drogue de synthèse avec ses frais de mandat, peut rester député? Ou est-ce que vous souhaitez que LFI l'oblige à démissionner? C'est sans doute un cas douloureux, mais Ouais. c'est un mauvais exemple, surtout dans notre démocratie. On ne peut pas vouloir qu'il y ait des comportements dans la société et en même temps adopter les mêmes addictions ou les mêmes comportements Est-ce qu'il que doit ceux que démissionner? l'on Est-ce dénonce. qu'il doit démissionner? Donc je soutiens entièrement la démarche de la présidente de l'Assemblée nationale qui demande que toute la lumière soit faite sur les financements qui ont pu être utilisés pour Et l'achat de ces Donc, produits. s'il est avéré, a priori, il a confirmé que ces achats de drogue ont été faits avec ses frais de mandat, est-ce qu'il peut rester député ou pas? C'est à lui-même et à son parti. Il y a eu d'autres cas où le même parti a demandé à un de ses députés qui avait été accusé d'agression sexuelle de démissionner. Je veux croire que ce serait la même attitude. Au sein du groupe LFI, il y a donc ce député Carbra qui a financé ses achats de drogue par ses frais de mandat. Il y a le triple fichier S Raphaël Arnaud, l'ex-dealer Louis Boyard, plus tous ceux qui, depuis le 7 octobre, comme Thomas Porte, David Guiraud, Ersi Assoudé, Daniel Obono, Marie Mesmer et quelques autres, multiplient les déclarations antisémites sous couvert d'antisionisme. Bref, avec LFI, on n'est jamais déçu. Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'il y ait des critiques qui soient émises, pas simplement par ce parti, pas simplement par ces personnes, quant à l'action du gouvernement israélien, ça fait partie du débat. Ça fait partie de ce qu'on doit avoir dans une démocratie comme éventuellement contradiction entre les uns et les autres. Mais que l'on utilise les actions du gouvernement israélien pour mener d'abord une propagande anti-Israël, parce que ce n'est pas la même chose, Israël et son gouvernement. Et qu'ensuite, on glisse d'une attitude anti-israélienne à une attitude antisioniste. Puis après, qu'on laisse penser qu'il puisse y avoir des formes de complicité avec des gens qui sont délibérément antisémites, là, je pense qu'il y a une dérive qui est Antisionisme, antisémitisme, c'est pareil pour vous? Non, c'est pas la même chose. Ça n'a jamais été mis sur le même plan. Mais il est vrai qu'on peut partir d'une position antisioniste et assez vite tomber dans une position antisémite. Il y a le cas aussi d'Éric Coquerel qui a déclaré, c'était vendredi, qu'Elias Dimzalen, ce salafiste FICS poursuivi pour avoir appelé à l'intifada en France, à côté duquel Coquerel manifestait jeudi contre la tenue du match France-Israël. Donc Coquerel a dit « Il est plus respectable que Bruno Retailleau ». Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'un président de la commission des finances peut dire ça? Je n'ai pas, vous imaginez bien, de lien particulier avec le ministre de l'Intérieur et M. Retailleau, puisque c'est lui qui exerce cette responsabilité. Vous savez bien qu'on appartient à deux familles politiques différentes. Mais je pense inadmissible que l'on puisse comparer
un ministre de la République, en l'occurrence M. Retailleau, à un individu qui appelle à l'intifada. Et donc Voilà, je vous ai répondu. Coquerel, d'ailleurs, qui manifestait jeudi soir à Saint-Denis contre la tenue du match France-Israël. Quand à 300 mètres plus loin, vous, au Stade de France, 100 collègues du NFP, vous assistiez au match. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que vous condamnez cet activisme maladif de LFI contre Israël ? Non, le droit de manifester, je pense qu'il est un principe fondateur et fondamental de notre République. Donc, non, mais moi, je suis allé au match. Pourquoi je suis allé au match ? Parce qu'il y avait eu des incidents d'une très grande gravité à Amsterdam, où des supporters d'une équipe israélienne ont été molestés, attaqués, agressés. Et ça a d'ailleurs ouvert un débat, pas simplement aux Pays-Bas, dans toute l'Europe, sur la question de l'antisémitisme. Et donc, je suis allé au match pour dire non, jamais il ne peut y avoir en France, parce qu'il y a un match de football, des individus qui puissent attaquer des citoyens juifs en France, juifs ou non juifs, et français ou étrangers. On n'a pas à attaquer des personnes qui se rendent à un match de football. Jean-Luc Mélenchon et ses amis de LFI, ses camarades de LFI, multiplient depuis des années, singulièrement depuis le 7 octobre, les déclarations Roland nauséabondes sur le CRIF, sur les personnalités d'origine juive comme Yael Braun-Pivet, Elisabeth Borne, Ruth Elkrieff, Benjamin Lade, ou même Pierre Moscovici. C'était en 2013, quand il était votre ministre des Finances. Et, il avait dit qu'il ne pensait pas français, mais finance internationale. De quoi Mélenchon est-il le nom, François Hollande ? Vous qui l'avez d'ailleurs connu au PS. De quoi Quand je l'ai connu au Parti Socialiste, il était un tenant rigoureux de la laïcité. Et aujourd'hui ? Il se voulait un républicain parmi les plus intransigeants. Et il n'avait fait aucune concession à l'anti-sionisme ou à l'antisémitisme. Et je ne me souviens pas d'une déclaration qu'il ait pu faire quand il était au Parti Socialiste. Aujourd'hui, il s'est mis dans une stratégie qui est celle de penser qu'en utilisant la cause palestinienne, il peut, et ça a d'ailleurs eu un certain nombre de résultats électoraux, il peut avoir une influence très forte sur un certain nombre de nos compatriotes. Eh bien, je pense que ce n'est sûrement pas la bonne stratégie. Dangereux. Oui, c'est dangereux. Ça attise la haine ? En tout cas, ça attise la fragmentation du pays. L'antigonisme... Comment on dit ça ? Communautarisme ? Non. On va répéter. Je pense que ça attise l'incompréhension, la fragmentation et la séparation entre nos concitoyens. Je pense que c'est à la fois une méthode électoralement qui me paraît d'ailleurs sans portée majoritaire. On ne peut pas utiliser des mouvements ou des catégories de la population et espérer être majoritaire. Et ensuite, ça a des effets tout à fait malheureux pour diviser les Français. Votre ami Julien Drey, qui vient de publier le livre Qui est Mélenchon, je crois que vous avez lu, a considéré ici même dimanche dernier que Mélenchon, je le cite, est un cancer dans la mesure où, selon lui, selon Julien Drey, il est en train d'empoisonner la société française avec des idées qu'il diffuse et qu'il couvre. Est-ce que vous partagez cette analyse ? Julien Drey a été longtemps un camarade de proche au sein du Parti Socialiste de Jean-Luc Mélenchon. Et c'est pour ça qu'il sait ce qu'il a été et qu'il est sévère sur ce qu'il est devenu. Et alors ? C'est un je pense qu'il faut lire le livre de Julien Drey. Le parcours de Mélenchon, c'est un parcours à la Doriot ? Non, moi je pense qu'il faut surtout se garder. Et le grand rabbin de France, il a dit ici même ça il y a 3 semaines, je crois, qu'il faudrait mettre Mélenchon au musée de l'antisémitisme et des antisémites. Mais je pense que Mélenchon, il veut la confrontation. Ouais. Il veut qu'il y ait une espèce d'outrance et d'excès dans toutes les formes de la vie politique. Et donc, il faut être sévère, il faut être rigoureux, il faut être implacable, mais il faut éviter de se mettre à ce niveau-là. Quand vous voyez ce qu'il est devenu, est-ce que vous ne regrettez pas d'avoir demandé l'investiture du NFP pour être candidat aux législatives en juin et juillet dernier ? Mais là, il faut aussi dire les choses. Ouais. Il y a eu une dissolution. Elle a pris de court tout le pays. Il y avait un risque
sérieux, pour ne pas dire majeur, de victoire de l'extrême droite. Il y avait donc une alliance à constituer dans l'urgence, et la gauche a eu raison, et j'ai appuyé ce mouvement de pouvoir s'unir pour faire en sorte qu'il y ait à la fois la mise, autant qu'il était possible, de côté de cette extrême droite qui pouvait arriver au pouvoir, et deuxièmement, de pouvoir avoir un parti socialiste qui revienne à l'Assemblée nationale avec le double de ses députés, et étant présent maintenant dans ce groupe, de faire que la gauche social-démocrate puisse être la première demain en France. Justement, la gauche social-démocrate, est-ce que le Parti socialiste aujourd'hui, il n'est pas soumis aux insoumis ? Non, je pense que le Parti socialiste doit comprendre que ce n'étant une force autonome, une force vivante, une force dynamique, une force conquérante, ce qui suppose à la fois de se réunir, de se rassembler, de s'ouvrir, de s'élargir. Raphaël Glucksmann, Bernard Cazeneuve, tous ceux qui sont des sociodémocrates doivent être dans ce parti-là pour que demain, c'est-à-dire demain c'est 2027, il y ait un candidat ou une candidate de ce mouvement-là qui puisse être non seulement premier à gauche, très largement devant le candidat de LFI, pour être au second tour et être capable de l'emporter. En ce qui concerne l'avenir du PS, rassurez-nous, Monsieur Hollande, votre objectif, c'est bien tout sauf Olivier Faure au prochain congrès. Non, mon objectif, c'est tous sur cette ligne de renforcement, d'élargissement et de rassemblement du Parti socialiste pour que la gauche, celle que j'ai toujours défendue, celle que j'ai toujours voulu pour le pays, puisse, après François Mitterrand, Lionel Jospin, moi-même en 2012, être au pouvoir en 2027. Alors, au second tour de la prochaine présidentielle qui a lieu en 2027 ou avant, vous préférez être opposé à Marine Le Pen ou à Jean-Luc Mélenchon ? Je ne pense pas que Jean-Luc Mélenchon sera au second tour de l'élection présidentielle. Je peux craindre que Marine Le Pen le soit. Non, mais vous voulez être opposé à qui ? Et moi, je soutiendrai, oui, j'ai bien compris votre question, je soutiendrai le candidat socialiste au premier tour pour qu'il soit présent au second tour et gagnant à la fin de l'élection. Parce que vous savez bien pourquoi je vous pose cette question. Parce non, que je ne sais pas. Tout le monde considère que vous ne pensez qu'à ça. À votre retour, peut-être à votre revanche, est-ce que c'est faux ? Est-ce que... ou pas ? Non. Non. J'ai été président de la République. J'ai assumé vous mes voulez pas un responsabilités. avenir à la Trump, revenir après ? J'essaye d'être le plus utile possible, puisque je suis revenu à l'Assemblée nationale dans des circonstances un peu imprévues. Et je me suis donné qu'un seul but, faire que le Parti socialiste, ou ce qui sera la suite du Parti socialiste, puisse être le plus fort pour nous éviter l'extrême droite et le chaos. Est-ce que vous assurez que vous ne serez jamais de nouveau candidat à la présidentielle ? Mais pourquoi je vous ferai cette promesse C'est intéressant, cette justement. Garantie-là? Non. Vous ne le demandez à personne. Vous ne Si, dites pas à dans vous. la rue à quelqu'un, est-ce que vous ne serez jamais président de la République? Vous êtes possiblement candidat. Vous le souhaitez ou pas? Non, j'essaye de mettre ma personne la plus loin possible de ces calculs-là. Parce que quand on n'a que ce calcul-là, on ne tombe jamais avec le bon chiffre. Donc, si je vous comprends bien, vous avez aussi ce calcul-là. Je vous vois venir, et donc vous avez un calcul, et moi, je ne rentrerai pas dans cette discussion. Merci en tout cas. Merci en tout cas de m'avoir invité. Avant de conclure, je rappelle, François Hollande, que votre livre, Le défi de gouverner, est publié chez Perrin. Oui, parce que tout ce livre, c'est précisément de démontrer qu'il y a toujours eu de gauche, il y a toujours eu une gauche formée par la radicalité, une gauche de gouvernement depuis l'affaire Dreyfus. C'est l'affaire Dreyfus, vous voyez déjà, qui fait la différence. Parce que est-ce qu'on défend un juif innocent et on met un moment en suspension d'autres combats, ou au contraire, on ignore la réalité de ce qu'est l'antisémitisme en France? Ça, il faudra le dire à Mélenchon. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J et à dimanche prochain. À dimanche. Merci. Pour les auditeurs. Voilà.